Bonjour à tous, je suis Christophe Massard, oncologue médical à Gustave-Roussy et je suis ravi de vous accueillir pour ce premier débat qui aura pour thème le cancer du poumon. L'idée de ces débats est de confronter deux experts de l'Institut Gustave-Roussy sur une thématique phare de leur pathologie dont ils ont l'expertise. L'idée c'est de confronter deux points de vue sur une question d'actualité et ensuite de débattre à trois. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Benjamin Besse, qui est oncologue médical, chef de département du département de médecine à Gustave-Roussy, expert des cancers du poumon, et le docteur David Planchard, oncologue médical, qui est le chef du comité thoracique, expert du cancer du poumon. Nous avons deux thématiques, une thématique qui a trait à la médecine de précision, cancer du poumon, EGFR muté et osimertinib, et une thématique qui a trait à l'immunothérapie. Donc sans plus de transition, nous allons passer aux premières questions. Question d'actualité que vous posez tous. Est-ce qu'il faut prescrire de l'osimertinib en adjuvant chez les patients qui ont des cancers du poumon EGFR mutés? Nous aurons un pour, défendu par le docteur David Planchard, un contre, défendu par le professeur Benjamin Besse. Et je laisse la parole au docteur David Planchard. Merci Christophe. C'est intéressant de voir qu'on change en tout cas nos pratiques et surtout sur l'adjuvant. Pour l'instant, on n'a jamais changé les pratiques. On est sur la chimiothérapie. Juste pour vous rappeler, ça fait plus de 10 ans globalement qu'on fait de la chimiothérapie en adjuvant. On apporte un bénéfice. Oui, c'est un bénéfice qui est mineur, c'est 5% sur la survie à 5 ans. Quand on regarde sur la survie sans récidive, vous voyez, c'est très faible, le hazard ratio. Il est à 0,84. Donc vraiment, il faut se garder ça en mémoire. C'est que pour l'instant, on traite tout le monde de la même façon. On ne fait absolument pas ça en métastatique. Donc c'est inenvisageable en 2021 de faire la même chose chez les patients qui ont été opérés avec une altération sur le plan moléculaire. Alors, ce que ça change, c'est l'étude ADAURA. Je ne vais pas la répéter, mais c'est osimertinib versus placebo, patient opéré qui avait plus ou moins reçu de la chimiothérapie. Quand on regarde, il faut savoir que cette étude, elle a été arrêtée prématurément, tellement les données étaient jolies et impressionnantes. Hazard ratio 0,17. Quand vous regardez sur la survie sans récidive des stades 2, des stades 3A, et quand vous prenez toute la population, incluant les stades 1B, vous voyez que c'est à 0,20. On n'a jamais vu une telle différence. C'est vraiment quelque chose qui va nous faire réfléchir et qui va nous faire changer les pratiques. Après, quel que soit le stade, le bénéfice, il est là. Plus vous allez sur une maladie potentiellement, on va dire, où il reste de la séquelle, plus vous avez un bénéfice. Vous voyez que 0,17 sur les stades 2, vous êtes à 0,12 sur les stades 3A, et même sur les stades 1B, vous êtes à 0,39, très en faveur de l'osimertinib. Alors après, on peut se dire finalement, est-ce qu'on a encore besoin de faire de la chimiothérapie chez ces patients? Et c'est là, quand on regarde les courbes pareilles de survie sans récidive, que les patients aient reçu de la chimiothérapie, ou même que les patients n'aient pas reçu de la chimiothérapie, eh bien vous voyez que dans le groupe chimiothérapie, oui, vous faites un petit peu mieux sur la survie sans récidive. Ceci étant, dans le groupe avec l'osimertinib, eh bien, vous avez la même magnitude de bénéfice. Et finalement, ce qui apporte la majorité du bénéfice sur la survie sans récidive chez ces patients, c'est la thérapie ciblée, c'est l'osimertinib. Patients qui n'ont pas reçu de chimiothérapie, de nouveau, vous voyez, la survie sans récidive, eh bien, vous êtes à 0,23. Et après, quand on va regarder globalement les patients qui ont reçu ou pas la chimiothérapie, dans le cadre de cette étude, eh bien, vous voyez que sur les stades 2 et les stades 3A, on est quasiment à 70-80% des patients qui avaient reçu la chimiothérapie. Et malgré ça, on est très clairement en faveur de l'osimertinib. Alors après, on peut se positionner, se dire, quid de l'adjuvant chez les patients qui sont EGFR mutés? Est-ce qu'on a d'autres exemples? La réponse oui. L'autre étude qui est prise pour exemple, c'est l'étude adjuvant, qui est l'étude CETONG, pareil, même population, patients qui étaient comparés de recevoir du gefétinib versus de la chimiothérapie. L'étude, elle est positive sur la survie sans progression. Ceci étant, on verra qu'ensuite, elle ne se traduit pas sur un bénéfice sur la survie globale, mais vous voyez que ce n'est pas du tout le même profil de bénéfice. C'est-à-dire que vous voyez qu'à globalement 2 ans, 3 ans, oui, vous faites un peu mieux avec le gefétinib, vous voyez que vous perdez le bénéfice. Vous voyez, quand vous regardez à droite les courbes avec l'osimertinib, la différentielle est complètement différente. C'est-à-dire qu'on compare deux molécules qui, au jour d'aujourd'hui, n'ont rien à voir entre l'osimertinib et le gefétinib. Donc c'est ça qui est important. C'est l'adjuvant, ce n'est pas EGFR TKI, c'est adjuvant
osimertinib si vous voulez avoir cette survie sans récidive avec un hazard ratio à 0,17. Alors après, on regarde les données de survie, on peut se dire, voilà, est-ce que ça va se traduire sur un bénéfice sur la survie globale? Dans l'étude adjuvant avec le gefétinib, la réponse, elle est non. Pour l'instant, sur l'étude ADORA, on ne peut pas le dire. On a 5% de maturité, ceci étant, vous voyez que déjà les courbes sont très à l'horizontale. Regardez de nouveau la courbe en bleu avec l'osimertinib. On imagine, et on n'imagine pas, qu'au final, on ne fasse pas mieux avec l'osimertinib sur la survie globale. Après, on peut regarder et se rappeler que l'osimertinib, sur les stades métastatiques, EGFR muté, est la seule molécule et le seul TKI qui ait démontré un bénéfice sur la survie globale chez les patients qui sont EGFR mutés. Donc, de nouveau, on ne parle pas de la même molécule quand on compare de l'osimertinib, quand on va comparer à du gefétinib. Alors après, d'autres exemples, l'étude EVANT, qui était aussi avec de l'erlotinib. L'étude EVANT, globalement, ça reste une étude de phase 2, ceci étant que vous voyez, déjà avec l'erlotinib, pendant 2 ans, un hazard ratio à 0,26 sur la survie sans récidive, et vous voyez que déjà, sur la survie globale, vous avez un hazard ratio à 0,16. Ça reste une étude de phase 2, mais on voit que déjà, ce bénéfice sur la survie sans récidive se traduit sur un bénéfice sur la survie globale. Question suivante est de se dire, est-ce qu'on va changer l'histoire naturelle? Puisque finalement, sur l'osimertinib, on est très efficace sur la survie sans récidive. Est-ce qu'on modifie l'évolution chez ces patients qui ont été opérés? La réponse, elle est oui. Quand on regarde les sites évolutifs, et notamment sur les sites métastatiques, vous voyez que chez les patients qui ont reçu l'osimertinib, c'est simplement 38% qui vont faire une évolution à distance versus 61% chez les patients qui n'ont pas reçu l'osimertinib. Donc clairement, on bloque l'évolution des micrométastases chez ces patients. Et un des axes majeurs, c'est l'évolution sur le plan cérébral. Et ce qui a été montré, eh bien, vous voyez que la survie sans récidive, sans évolution sur le plan cérébral, clairement, elle est en faveur de l'osimertinib. Et petit à petit, les patients qui n'ont pas reçu d'osimertinib vont évoluer pour une grande majorité sur le plan cérébral. Au moment du data cutoff, avec évolution cérébrale, 10% dans le bras placebo versus 1% dans le bras osimertinib. Et on connaît la puissance de l'osimertinib sur la diffusion sur le plan cérébral. Et ça, c'est vraiment un des axes majeurs qui fait qu'on va prévenir l'évolution des métastases cérébrales chez ces patients qui ont été opérés. Pareil, revenons avec le gefétinib. Pourquoi le gefétinib ne se traduit pas sur un bénéfice sur la survie globale? Très probablement, le gefétinib est très peu efficace sur les métastases sur le plan cérébral. Et quand on compare les sites évolutifs chez les patients qui avaient reçu du gefétinib en adjuvant, et bien avec dans le bras chimiothérapie, 24% vont évoluer sur le plan cérébral. Dans le bras gefétinib, il y a autant de patients qui évoluent sur le plan cérébral, c'est 27%. Et vous voyez, quand vous regardez la survie sans progression évolutive sur le plan cérébral, bien vous voyez que vous n'avez pas de différence entre la chimiothérapie et le gefétinib, ce qui n'est pas du tout le cas avec l'osimertinib. Donc la puissance de l'osimertinib, elle est là, c'est de prévenir ces évolutions sur le plan cérébral. Et puis enfin, l'autre question, c'est de se dire, parce que on va se dire, voilà, un patient, il reçoit l'osimertinib en adjuvant, il récidive, quid à ce moment-là? S'il n'avait pas reçu l'osimertinib, je lui ferai l'osimertinib et au final, je ferai la même chose. La réponse, elle est non. De nouveau, si on prend l'exemple avec le gefétinib sur l'étude adjuvant, si vous regardez les deux courbes, les courbes en verte sont les patients qui ont reçu du gefétinib. Quand ils récidivent, ils reçoivent de nouveau un inhibiteur de l'EGFR. Vous voyez que ces patients-là vont mieux en termes de survie que les patients qui ont reçu de la chimio et qui reçoivent ensuite un inhibiteur de l'EGFR quand ils réévoluent. Ça veut dire que de nouveau, même s'ils ont reçu le TKI en adjuvant, ils sont sensibles au TKI quand ils vont récidiver sur la maladie. Regardez les taux de réponse, patients qui avaient reçu du gefétinib, qui reçoivent un TKI, on est à quasiment 50% de taux de réponse partiel. Les patients qui avaient reçu la chimio plus TKI, c'est 22% de taux de réponse. Donc vous voyez que cette maladie, même si elle récidive, alors qu'ils ont reçu un TKI en adjuvant, ils sont de nouveau sensibles au TKI. Ça a été la même chose dans le cadre de l'étude SELECT. Un certain nombre de patients récidivaient, et c'est les patients verts. On réintroduit de nouveau de l'erlotinib, et de nouveau, ils sont sensibles au TKI. Donc vous voyez que ce ne sera pas un problème s'il faut de nouveau réintroduire un TKI derrière. Et enfin, qualité de vie, la qualité de vie, on ne l'a pas dans l'étude ADORA. Si on prend la qualité de vie dans l'étude adjuvant, vous comparez, quelles que soient les analyses de qualité de vie, quels que soient les facteurs, vous êtes très en dessus quand vous recevez le TKI versus de la chimiothérapie. Donc voilà, juste un petit résumé pour regarder un petit peu les survies sans récidive en fonction des stratégies thérapeutiques, gefétinib, erlotinib et maintenant avec l'osimertinib. Vous voyez que c'est sans précédent. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'imagine pas, sur le plan médical, ne pas exposer un patient à l'osimertinib quand on voit ce type de résultats et d'hazard ratio sur la survie sans récidive. Donc finalement, le message, c'est au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, osimertinib en adjuvant, c'est 80% de réduction du risque de récidive de la maladie, c'est 82% de diminution du risque d'évolution sur le plan cérébral. Ça justifie au jour d'aujourd'hui, sur le plan médical, d'aller tester nos patients
qu'ils soient métastatiques ou un stade localisé, de les exposer à l'osimertinib. Et c'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, depuis le 18 décembre, l'osimertinib, on peut l'avoir dans le cadre d'une ATU chez les patients opérés en adjuvant d'un cancer du poumon muté EGFR, qui est en 2021 le standard et le nouveau standard thérapeutique chez nos patients. Merci beaucoup David. Merci. Donc on va passer maintenant au contre, défendu par Benjamin Besse. Merci David. Une démonstration absolument pas convaincante et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on ne doit pas prescrire d'osimertinib en adjuvant pour les cancers bronchiques à petites cellules opérés avec une mutation EGFR. Alors, les données d'ADORA, donc l'osimertinib versus placebo, on les a vues. C'est une étude qui est comparée à un placebo, alors que la plupart des études sont comparées à une chimiothérapie. Donc on a un groupe actif. Donc on a des très belles données de DFS, c'est vrai, mais n'oublions pas que par rapport à d'autres études, le bras contrôle est un bras qui n'a uniquement du placebo. Le critère principal de jugement est uniquement pour les stades 2 et 3A. Les stades 1B étaient inclus, mais ne sont pas retenus pour le critère principal de jugement. Alors c'est vrai qu'on a un hazard ratio qui est très puissant et très convaincant. Mais on est sur la survie sans récidive. Et quand on traite en adjuvant, on traite pour guérir. On ne traite pas pour récidiver plus tard. Et donc ce qui va compter, c'est la survie globale. Alors oui, les autorités de santé ont donné leur accord pour que le critère principal de jugement soit la survie sans récidive, ce qui permet d'avoir des données plus précoces. Mais ce que je veux, moi, comme oncologue, quand je vais exposer 3 ans un patient à un médicament qui a un certain coût, c'est de savoir si ça va lui permettre de guérir plus. Ce que fait la chimiothérapie, puisque la chimiothérapie, si elle ne donne que 5% de bénéfice, le bénéfice perdure au cours du temps. Alors, dans l'étude ADORA, on a des données très préliminaires sur la survie qu'on ne peut pas interpréter, mais on va simplement dire que, comme David l'a dit, c'est une étude qui a été arrêtée prématurément et ce qui fait qu'on a un follow-up, un suivi médian qui est extrêmement court. 15 mois dans le bras placebo, 22 mois dans le bras osimertinib. Que conclure avec un suivi médian aussi court? Pas grand-chose. Alors oui, des données de survie globale. L'osimertinib a été donné pour 36 mois. Il a été reçu en médiane 22 mois. Et c'est assez amusant, mais pas tellement relevé, de voir que dans les données de survie globale, dans le bras osimertinib, la courbe commence à diminuer dès lors qu'on arrête l'osimertinib. Encore une fois, est-ce que je guéris plus ? Ou est-ce que je récidive plus tard? Un élément intéressant, c'est la comparaison, et que je vais faire pas mal pendant cette démonstration, avec l'étude CETONG. L'étude CETONG, c'est une étude chinoise qui a comparé dans la même population que le critère principal de jugement, c'est-à-dire les stades 2 et 3, gefitinib à une chimiothérapie. Alors attention, on compare 2 traitements actifs et pas un traitement actif à un placebo. Intéressant de voir que les données de survie sans progression, parce que David a présenté les données initiales, mais les données, elles ont été mises à jour. Et regardez la forme des courbes, plus rien à voir. Donc, encore une fois, avec un suivi médian, et vous voyez que sur la courbe de DFS de l'étude CETONG qui avait été présentée, on avait 36 mois, c'est-à-dire 3 fois plus de suivi médian, et on a 80 mois sur la deuxième courbe. Donc, la forme des courbes, attention de voir finalement quel va être le résultat. Ensuite, intéressant de voir que sur l'étude CETONG, alors David dit c'est pas beau, parce qu'on n'a pas un hazard ratio à 0,20, on a un hazard ratio à 0,60. C'est quand même très puissant 0,60, alors qu'on a un bras contrôle qui est un traitement actif. Donc 0,60 par rapport à un traitement actif, je considère que c'est puissant. Et la survie globale est strictement superposable. Prendre en compte que dans la survie globale, dans le bras chimiothérapie, seulement 50% des patients à récidive ont reçu l'inhibiteur de GFR, qui est le meilleur traitement que l'on peut proposer chez un patient métastatique dont la tumeur est mutée EGFR. Alors évidemment, dans l'étude ADORA, on ne sait pas, mais dans cette étude, si 100% des patients avaient reçu un TKI à récidive dans le bras contrôle,
Comment serait la courbe de survie? Eh bien, la courbe de survie du bras contrôle serait probablement supérieure à celle du bras expérimental et on n'a pas d'excuse parce qu'ici, le statut EGFR, il est déterminé lors de la chirurgie. Donc, on connaît le statut EGFR lors de la récidive. On ne peut pas dire « Ah, j'ai pas pu le rebiopsier, j'avais pas accès à la biopsie liquide ». Non, on sait qu'il est EGFR. On peut, entre guillemets, dégainer l'inhibiteur de GFR, même si le patient est en mauvais état général. Alors, j'espère très profondément que dans l'étude ADORA, 100% des patients du bras contrôle vont recevoir de l'osimertinib pour qu'on sache réellement l'impact sur la survie globale, parce qu'encore une fois, je veux guérir plus. Un élément qui est très surprenant aussi, c'est le bras contrôle d'ADORA. Alors le bras contrôle, c'est qu'à 3 ans, on a 3/4 des patients qui ont récidivé. Alors, ça peut paraître normal, c'est beaucoup. Dans d'autres études mieux sélectionnées, avec des cas plus avancés, on a moins de récidive à 3 ans. Alors, pourquoi on a une récidive comme ça? On dit « Ah, c'est parce que GFR est de mauvais pronostic. » Et regardez, en fait, c'est juste parce que c'est une tumeur plus agressive. Absolument pas. Les études qui ont comparé EGFR versus EGFR sauvage, dans des grandes séries, ont montré que GFR n'était pas un facteur pronostic. Donc, cette mauvaise performance du bras contrôle, elle n'est pas liée au fait que c'est une tumeur de moins bon pronostic. Non, ça n'est pas expliqué par la mutation EGFR elle-même. Par contre, on peut voir que plus la tumeur est volumineuse, plus le stade est important, plus le bénéfice en termes de hazard ratio est important. Alors on se dit, oui, plus on avance dans le stade, plus il y a de risques de maladies micrométastatiques. Micrométastatiques, macrométastatiques, intéressant, c'est une donnée qu'on avait déjà dans l'étude CETONG, c'est-à-dire que les patients N2 par rapport à N1 avaient un bénéfice du gefitinib qui était bien supérieur à ceux qui avaient un patient N1, parce que peut-être plus de maladies micrométastatiques, peut-être plus de maladies macrométastatiques. Pourquoi macrométastatiques? Parce que c'est assez étonnant de voir dans l'étude CETONG qu'à 3 ans, on a exactement le même pourcentage de patients sans récidive dans les deux études. Alors, on est sur des stades 2 et 3A. CETONG, c'est une étude chinoise. Et alors, on se demande, OK, aujourd'hui, quand j'opère un patient, qu'est-ce que je fais? Je fais une IRM cérébrale et un PET scan pour être sûr que le patient n'est pas métastatique. Je vous rappelle qu'un patient qui a un scanner, si vous lui faites un PET scan, dans 1/3 des cas, vous allez récuser le patient pour la chirurgie parce que vous allez découvrir des métastases, des macrométastases. Alors j'espère bien que dans l'étude ADORA, 100% des patients ont eu un PET scan parce que c'est mon standard aujourd'hui. Eh bien regardez, dans l'étude CETONG, qui a exactement la même performance dans le bras contrôle, on a 24% des patients qui ont un PET scan et 16 une IRM cérébrale. On se dit d'accord, c'est une étude chinoise, peut-être qu'on ne peut pas comparer. Eh bien, ces données ne sont pas rapportées dans l'étude ADORA. Je pense qu'il est très difficile d'interpréter ces courbes et ce que j'aimerais voir, c'est l'efficacité du traitement chez des patients qui ont eu le bilan standard qui est standard aujourd'hui, c'est-à-dire un PET scan et une IRM cérébrale. Alors évidemment, la question est de se dire, finalement, dans les stades 2 et les stades 3 d'ADORA, est-ce qu'on est vraiment sur des stades localisés ou est-ce qu'on a fait un mix avec 1/3 de stades métastatiques si jamais on était dans la même configuration, c'est-à-dire 75% des patients qui n'ont pas de PET scan. Alors les métastases cérébrales, oui, on a vu, mais en fait, les métastases cérébrales, quand on suit extrêmement longtemps, et vous voyez que sur l'étude CETONG, on a un suivi qui est plus long, l'incidence est la même. Et encore une fois, on a un bénéfice important sur les métastases cérébrales, immédiat, mais avec un suivi médian de 15 mois. Si je suis mes patients pendant 5 ans, est-ce que je ne vais pas avoir la même incidence, mais simplement décalée dans le temps? Alors, pour finir, je montrerai simplement en métastatique un hazard ratio à 0,16 sur l'étude optimale, quand en première ligne métastatique, on compare le gefitinib à une chimiothérapie, aucun bénéfice en survie globale, avec un hazard ratio qui est inverse, 1,19. Alors d'accord, on a 0,17 de bénéfice en DFS sur ADORA, mais j'attends de voir la survie globale avant d'être convaincu et de prescrire. ADORA, une perspective quand même, exon 19, exon 21, peut-être pas exactement la même performance et peut-être une piste de réflexion pour avoir un sous-groupe qui bénéficie. Alors, pas de rôle, pourquoi? Parce que mon but est d'augmenter la survie globale, mon but est de donner un traitement qui détruit la maladie micrométastatique et non qui décale son évolution dans le temps. Et on a besoin de plus de données pour ADORA. Et encore une fois, j'espère que 100% des patients du bras expérimental recevront l'osimertinib à récidive. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, merci David.
Merci Benjamin. Donc, nous avons 4-5 minutes de discussion et puis on passera à la conclusion. Donc, moi j'avais d'abord 3 questions. La première, je vous la pose à tous les deux, David et Benjamin, c'est en pratique aujourd'hui, donc à votre consultation du jour ou de demain. Je rebondirai sur vos commentaires. Donc, quel sera le bilan que vous ferez à ces patients en France aujourd'hui et quel est le bilan que vous conseillez à faire chez 100% de ces patients? Et là, ma deuxième question, c'est avec votre patient, avec la famille des patients, quels sont les 2-3 arguments que vous allez mettre en avant pour, alors pas pour les convaincre, mais pour leur expliquer, et parce qu'a priori, ce que je comprends, c'est qu'il y a probablement un choix que vous allez partager avec les patients. Et ma dernière question, et on terminera sur cette question, c'est sur ce problème de métastase cérébrale, comment vous voyez les choses dans le futur et quelle est l'étude que vous voudriez voir pour avoir plus de conviction? Peut-être David? Aujourd'hui, quand on voit les données, c'est difficile demain, si je vois un patient, de ne pas lui en parler et de ne pas l'exposer à l'OSI. C'est-à-dire il y a 2 façons de voir les choses. C'est soit je ne teste pas les patients, je les opère, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant, donc je ne sais pas s'il est muté. À ce moment-là, oui, je fais la chimiothérapie, je m'arrête et je surveille. Si demain, je crois à l'osimertinib, je crois à ces données, je crois que globalement, pendant au moins 3 ans, je sais que le patient, il y a 80% de chances qu'il ne récidive pas versus de ne rien lui faire, etc. À ce moment-là, oui, je vais le tester. À partir du moment où je le teste, à partir du moment où je sais qu'il est positif, je ne peux pas, sur le plan éthique, ne pas lui proposer l'osimertinib, en lui donnant les cartes en jeu, on va dire entre guillemets, sur les modalités, les toxicités potentielles, etc. Mais ça veut dire que le patient va me reprocher derrière. Et ils viennent nous voir au jour d'aujourd'hui, s'ils sont UGFR, ils regardent l'Internet, ils savent ce que ça donne sur le mode métastatique, etc. Donc la réponse, elle est oui, je l'expose. Et la deuxième façon de voir les choses, c'est de se dire que, et Benjamin nous donne les données de survie, on ne les a pas pour l'instant. Quid si les données de survie très probablement sont positives dans 2 ans, dans 3 ans, que va me dire le patient au jour d'aujourd'hui en me disant « vous m'auriez donné l'osimertinib, peu importe, au pire, vous n'êtes pas délétère, au mieux, vous n'apportez pas de bénéfice sur la survie globale ». Et donc c'est ça que j'ai du mal à idéaliser pour ces patients-là, de ne pas les exposer et de ne pas me faire reprocher de ne pas les avoir exposés à l'osimertinib, parce que finalement, le bénéfice sur la survie, il est là. Et la dernière chose, et sur laquelle Benjamin a rebondi, mais sur lequel il est malicieux, c'est-à-dire que dans le stade métastatique, oui, effectivement, au final, on voit bien qu'on fait chimio, TKI, au final, on a la même survie parce qu'il y a les crossovers, sauf que là, le patient exposé à l'osimertinib, vous arrêtez, quand il va récidiver, de nouveau, vous avez la possibilité de l'exposer à l'osimertinib. Et de nouveau, il va répondre, parce que la maladie micrométastatique n'est pas une maladie hétérogène. Donc, de nouveau, il sera délétion de l'exon 19. Et de nouveau, il va avoir un bénéfice. Donc, même si vous avez 100% de patients dans le bras, placebo, qui reçoivent de l'osimertinib derrière, ils l'auront qu'une fois. Alors que les patients en adjuvant, ils l'auront en adjuvant. Mais s'ils récidivent, ils l'auront à la récidive. Et donc, de nouveau, on va leur apporter un bénéfice. Donc c'est pour ça que je suis persuadé la survie derrière sera positive en faveur de l'osimertinib. Donc demain, oui, je dois les exposer à l'osimertinib. En tout cas, je dois en parler au patient. Il peut refuser, mais après, effectivement, médicalement, je teste et j'expose le patient. Et s'il est d'accord, je fais. Très bien. Merci David. Alors c'est un débat où on expose des arguments extrêmes. Je suis un homme pragmatique. Aujourd'hui, il y a une ATU pour un médicament avec une DFS qui est le critère principal de jugement, qui est celui qui est accepté par les autorités de santé. Il semble illogique de ne pas exposer le patient. Donc, la première chose, c'est qu'un changement de pratique, 100% des non-épidermoïdes en tout cas, doivent avoir un test GFR en adjuvant, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est un changement dans les mentalités. La deuxième chose, c'est que si j'ai une indication d'adjuvant en chimiothérapie, je ne mollis pas. Parce qu'un des glissements qu'on va avoir, c'est « oh, je ne vais pas lui faire 3 mois de chimio, c'est pas drôle. Les 3 mois de chimio de poumon, ils ne sont pas drôles. » Et donc, on se dit « oh, j'ai une DFS », mais j'ai une DFS chez des patients qui ont reçu ou pas une chimiothérapie. Je n'ai pas osimertinib versus chimiothérapie. Donc, il ne va pas falloir faire de la désescalade qui serait du coup délétère en ne proposant pas de chimiothérapie. Il faudra proposer la chimiothérapie et ensuite l'osimertinib. L'osimertinib, on va le proposer en expliquant que je vous le prescris pour 3 ans jusqu'à ce que je vois les données de survie. Et il faudra que les données de survie soient convaincantes, c'est-à-dire que 100% des patients à récidive reçoivent le traitement. Il ne faudra pas que ce soit des données de survie dans des pays où on n'a pas accès à l'osimertinib. Ou alors, il faudra nous montrer des données de sous-groupe dans les pays où on a accès à l'osimertinib pour qu'on soit vraiment dans les données d'un pays où on a la chance d'avoir
temps d'accès à ces traitements-là. Alors, ce n'est pas inoffensif, 3 ans d'osimertinib, parce que le patient dont la tumeur est mutée EGFR, c'est un non-fumeur, c'est un patient qui a moins de comorbidité, qui est parfois plus jeune. La question, ça va être ma fertilité après 3 ans d'osimertinib, c'est quoi? Je ne sais pas. Je sais quelle est la fertilité après une chimiothérapie adjuvante. Je ne sais pas du tout quel est l'impact. Alors, on sait que dans une chimiothérapie, on a à peu près un homme sur 2, par exemple, qui va rester fertile. Après 3 ans d'osimertinib, je ne sais absolument pas. Donc, il faudra avoir des réflexes qu'on devrait avoir pour la chimiothérapie adjuvante, mais qu'on devra avoir en plus, d'autant plus, qui sera de dire, il faudra par exemple proposer un sécos pour les patients. Donc, de dire chez des patients qui sont potentiellement curables que 3 ans d'osimertinib est inoffensif, non, il y a des augmentations du QT, il y a des pneumopathies, bon ça c'est les toxicités qu'on connaît, mais c'est vrai que chez des patients métastatiques, on n'a pas 3 ans d'exposition et ensuite 10 ans de vie. Donc la toxicité à long terme, on ne la connaît pas et il faudra la surveiller. Ce n'est pas un argument pour ne pas le prescrire, encore une fois aujourd'hui, je vais prescrire l'osimertinib, mais je dirais aux patients, je vous le prescris jusqu'à ce que je vois des données de survie convaincantes. Et juste pour ajouter, ce qui est important, et Benjamin l'a bien souligné, c'est que l'étude ADORA n'était pas là pour évaluer le bénéfice ou pas de la chimiothérapie adjuvante. C'est-à-dire qu'il y a un bénéfice de la chimiothérapie adjuvante, peut-être, et on n'a pas la réponse chez les patients EGFR mutés, demain, ils ont la chimiothérapie adjuvante. C'est-à-dire que ces patients-là, c'est traitement maximal, c'est chimiothérapie adjuvante, et osimertinib. C'est-à-dire que l'osimertinib n'a pas été comparé à la chimiothérapie, ne remplace pas la chimiothérapie adjuvante. Donc ne posons pas la question de savoir est-ce qu'il y a un bénéfice ou pas de la chimiothérapie. Il faut faire de la chimiothérapie. Après, est-ce qu'il faut faire de l'OSI ou de la surveillance? C'est là où est la question. Et la réponse, elle est oui, effectivement, on fait de l'OSI. Et on est dans la même situation qu'avec le Covid. C'est-à-dire que demain, on se fait tous vacciner. On ne sait pas les effets à long terme de la vaccination. On ne sait pas la durée de protection, etc. Mais le bénéfice potentiellement est tellement grand qu'on le fait. Est-ce qu'on remettra en question? Peut-être, mais la réponse c'est demain, oui je fais, parce que je vois l'amplitude de bénéfices et que je ne peux pas prendre le risque de passer à côté de quelque chose pour lequel je vais guérir plus de patients qui sont mutés EGFR. Je crois que c'est la même dogmatique qu'on a pour le Covid, etc. On n'a pas le temps d'attendre, parce qu'effectivement, dans 3 ans, dans 5 ans, les patients seront peut-être décédés, et nous, pareil avec le Covid. Donc demain, il faut agir. On sait le faire, on connaît la molécule, voilà, mais on fait de la chimiothérapie adjuvante toujours chez ces patients. Et je rebondirais simplement pour dire que l'ADFS est le critère de jugement qui est accepté aussi pour d'autres essais adjuvants. Et on attend en 2021 des essais adjuvants d'immunothérapie. J'espère qu'on aura des données assez mûres pour avoir l'information. Mais si l'immuno est positif en DFS, on aura exactement le même débat, c'est-à-dire dire c'est positif en DFS, c'est un argument pour prescrire, mais il faudra avoir des données de survie globale. La seule chose avec l'immuno, c'est qu'on a vu dans les stades 3 que oui, à 4 ans, on guérit plus de patients. Alors que pour les TKI, on n'a pas cette preuve-là. Très bien. Peut-être une dernière question sur le type de mutation GFR. Vous aviez parlé qu'il faut faire attention. Quel est le message que vous voulez passer à ceux qui nous regardent? Sur les mutations, au jour d'aujourd'hui, enfin, ce qui était screené dans l'étude FLORA, c'est les 2 mutations de sensibilité aux inhibiteurs de GFR, en délétion de l'exon 19, exon 21 sur la L858R. Quand on regarde les bénéfices en fonction du type de mutation, il n'y a pas de différence significative. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je regarde la délétion de l'exon 19, je regarde la mutation L858R, peu importe. L'idée de dire on fait que chez les délétions de l'exon 19, qui sont toujours plus sensibles aux inhibiteurs de l'EGFR, que ce soit osimertinib, erlotinib, gefetinib. Quand on regarde les 2 intervalles de confiance, ils se croisent complètement. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que l'osimertinib ne marche que chez les délétions de l'exon 19 versus L858R. L'amplitude du bénéfice est peut-être différente, c'est ce qu'on voit sur les stades métastatiques. Sur les stades localement avancés opérés, la réponse au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas. Donc je fais sur ces 2 types de mutations. Si par contre j'ai des mutations atypiques de l'EGFR, exon 20 ou autres, au jour d'aujourd'hui, je ne fais pas, je n'ai pas la réponse. C'est ça ma réponse, c'est les 2 mutations de sensibilité. Benjamin? Il y a un effet positif de l'osimertinib sur les 2 grands types de mutations, exon 19 et exon 21, donc pas de critères de sélection aujourd'hui. Mais demain, sur les données de survie globale, il faudra impérativement qu'on ait les 2 parce qu'on pourrait, dans un sous-type, avoir moins d'efficacité, un bénéfice moindre. Et puis les mutations, on peut aller plus loin que GFR. On a des essais adjuvants pour les ALK, mais l'essai adjuvant ALK, on peut déjà dire qu'il sera positif, probablement avec le même hazard ratio. Ce qui comptera, à nouveau, ce sera la survie globale. Merci. Donc maintenant, vous avez 60 secondes chacun pour résumer, convaincre, synthétiser ce que vous dites à ceux qui nous regardent. David? Sur les stades métastatiques, aucune avancée globalement depuis plus d'une décennie.
patient EGFR muté, métastatique. L'osimertinib, c'est le standard thérapeutique en première ligne. C'est la seule molécule qui a démontré un bénéfice sur la survie sans récidive et sur la survie globale. Au jour d'aujourd'hui, chez les patients opérés, on démontre pour la première fois qu'on a une amplitude de bénéfice qui est suffisamment forte pour prescrire de l'osimertinib. Réduction du risque de récidive, 80%. Réduction du risque de récidive sur le plan cérébral, 82%. C'est une molécule qui est excessivement bien tolérée, c'est une molécule qu'on connaît bien, on ne remet pas en question la chimiothérapie adjuvante chez ces patients. Ça veut dire que demain, il faut tester ces patients. Il est toujours très frustrant de tester un patient comme on le faisait à l'ancienne avec de la chimiothérapie et stop. Ça veut dire bénéfice, survie sans récidive. Le bénéfice sur la survie globale, on l'aura dans 2-3 ans. On ne peut pas attendre. Ça veut dire que demain, je teste, je propose et je prescris si on est EGFR muté avec de l'osimertinib, qui est la seule drogue qui a démontré ce bénéfice chez les patients EGFR opérés. Merci. Benjamin? L'osimertinib, c'est un très bon traitement, ce n'est pas un traitement magique. En métastatique, la différence entre les premières, deuxième et troisième générations, elle est graduelle, elle est logique puisque on inhibe plus de mutations de résistance avec l'osimertinib, mais on est sur un delta qui n'est pas non plus énorme. Toutes les études adjuvantes avec les premières générations ont échoué, avec une DFS qui était convaincante et une OS qui était complètement négative. Oui, on a une DFS qui est plus convaincante avec l'osimertinib, j'attends de voir les données de survie. Je suis très déçu de voir que potentiellement, on a choisi une population en mettant peut-être des patients métastatiques dessus parce que tout le monde n'a pas eu un PET scan. Et oui, quand un patient est métastatique, l'osimertinib est un très bon traitement par rapport à un placebo. Donc c'est normal d'avoir une DFS qui soit très bonne. Ce que je veux voir définitivement, c'est l'OS avec l'osimertinib. Merci Benjamin. Donc en conclusion de cette première débat, nous avons eu 2 belles présentations, des arguments forts défendus par David et Benjamin. Moi, ce que je retiens, il y a 3 points. Le premier, un vrai changement de pratique qui est d'actualité, qui est aujourd'hui. Vous devez tester, nous devons tester nos patients en adjuvant. Deuxièmement, bien faire attention à garder les bonnes pratiques. Donc c'est un peu comme dans les tumeurs germinales, de continuer à bien prendre en charge les patients. Et donc ça, vous l'avez bien dit, hein, les RCP, les centres experts, la nécessité de faire un bilan d'extension complet. Et je pense que tous les deux vous êtes d'accord, hein, IRM, TEP scanner, bilan moléculaire et extensif. Et ensuite, avec le patient, vous discutez l'indication de la chimiothérapie. On est tous d'accord qu'il faut discuter cette indication. C'est le traitement standard sur lequel on discute avec le patient, sa famille, de l'intérêt ou non de l'osimertinib. Je pense que vous avez toutes les cartes en main pour vous faire votre idée. Et je crois que c'est le temps de passer à la deuxième question. Deuxième question, sur le cancer du poumon, question d'immunothérapie. Donc, pour le cancer du poumon, en première ligne, les patients qui ont des tumeurs PD-L1 supérieures à 50%, est-ce qu'on doit faire plutôt de l'immunothérapie en monothérapie ou est-ce qu'on fait immunothérapie plus chimiothérapie? Donc, pour défendre la première position, David Planchard va parler de l'immunothérapie en monothérapie. Merci Christophe. C'est vrai que c'est un changement. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, thérapie ciblée, oui. Sinon, chimiothérapie ou immunothérapie. On a un biomarqueur qui est PDL1. On a un biomarqueur, il est intéressant. Il faut juste se rappeler d'où on vient. C'est-à-dire que la chimiothérapie ne guérit pas. C'est-à-dire qu'on meurt malheureusement du cancer du poumon à un stade métastatique. On meurt globalement dans les 12 mois quand vous faites de la chimiothérapie. Et ce qui nous intéresse, vous voyez, c'est l'extrémité des courbes. Quoi qu'il arrive, malheureusement, vous arrivez au zéro. Ce que va nous apporter l'immunothérapie, c'est ça, c'est la différence. Et c'est ça qu'on veut voir au jour d'aujourd'hui. Et quand vous regardez les patients sans sélection sur le plan moléculaire, immunothérapie, vous voyez qu'à 5 ans, c'est à peu près 15% de patients qui sont en vie et qui sont guéris sous immunothérapie, monothérapie, sans avoir eu d'association. On a un biomarqueur qui est très simple, c'est PDL1. Ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, plus vous avez une expression de PDL1 qui est forte, plus vous avez une probabilité de répondre à l'immunothérapie. Il n'y a pas photo par rapport à ça. Il est simple, il se fait dans tous les laboratoires, il est rapide à faire,
il est peu coûteux. On n'a pas d'autres biomarqueurs au jour d'aujourd'hui sur le plan immunothérapie. Vous pouvez faire de la charge mutationnelle, vous pouvez regarder les CD4, les CD8, il n'y a rien de validé, ce qui est quand même très joli d'avoir ce marqueur par immunohistochimie. Alors au jour d'aujourd'hui, si on fait de l'immunothérapie, si on enrichit la population, plus de 50%, et bien, vous voyez que ça, c'est l'étude Princeps, la Keynote 024, pembrolizumab versus chimiothérapie en première ligne. On fait nettement mieux. Il n'y a pas de discussion. Survie sans progression, survie globale. Vous faites mieux dès le début, c'est-à-dire que dès le début, vous avez moins de patients qui décèdent avec l'immunothérapie. Il n'y a pas cette espèce de croisement de courbe qu'on pourrait avoir, etc., parce que vous enrichissez la population, parce que vous éliminez potentiellement ces espèces d'hyperprogresseurs qui ne vont pas répondre à l'immunothérapie. Et puis ensuite, vous maintenez le bénéfice. Et vous voyez que c'est 26 mois versus 13 mois de médiane de survie globale. Pareil sur la survie sans récidive. On peut confirmer ces résultats. Il y a la Keynote 042. Alors, sachant qu'on sélectionnait les patients plus de 1%, c'est une analyse de sous-groupe, il faut faire attention. Donc, probablement que la sélection est un peu moins bien faite en fonction du statut de PDL1. Mais vous voyez que plus de 50%, c'est probablement la réalité au jour d'aujourd'hui. C'est 20 mois de médiane de survie versus 12 mois avec la chimiothérapie. Et de nouveau, vous voyez qu'à droite, les courbes se séparent bien et vont rester séparées. C'est des patients qui n'auront jamais reçu de chimiothérapie que vous allez potentiellement guérir simplement avec de l'immunothérapie pour lequel vous allez épargner en plus les toxicités de la chimiothérapie. On le confirme avec l'atezolizumab et c'est ça qui est joli, c'est-à-dire que quand on a différentes molécules, vous allez confirmer le type de bénéfice. Survie globale, de nouveau, vous voyez 20 mois, de nouveau les courbes se séparent très vite dès que vous faites le premier scanner, donc vous perdez peu de patients sous immunothérapie, ils vont répondre à l'immunothérapie et à ce moment-là, vous allez potentiellement les guérir. Quoi qu'il arrive, la courbe avec la chimiothérapie ne les rejoint à aucun moment. Dernière molécule, sémiplimab. De nouveau, vous voyez, chez les patients PDL1, plus de 50%, et bien de nouveau, les courbes se séparent très vite. Vous voyez, vous n'avez pas d'effet de croisement de courbe initialement. Et ensuite, potentiellement, vous avez ces patients qui vont être guéris. Toutes ces études, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas assez de follow-up pour confirmer le pourcentage de patients qui sont guéris à 3 ans, 5 ans, simplement sous immunothérapie, encore une fois, sans chimiothérapie. Après, ce qu'on peut regarder pour essayer de les comparer, c'est de voir à peu près le pourcentage de patients qui sont en vie à 1 an. Vous voyez qu'en moyenne, c'est 70% avec l'immunothérapie, quelle que soit la drogue d'immunothérapie à partir du moment où vous êtes PDL1, plus de 50%. Et ce qui est encore joli, et ce qui est très beau dans le cadre de cette étude, ça a été de regarder chez les patients plus de 50%, plus vous êtes positif, plus de 60%, plus de 90%, eh bien vous voyez que l'amplitude de bénéfice, il est indiscutable. Il est indiscutable par rapport à la chimiothérapie et l'immunothérapie se suffit par elle-même. Et vous voyez qu'à plus de 90%, c'est quasiment la guérison, on va dire presque, de l'entière population. Donc ça montre bien que ce biomarqueur, il est simple, il est fiable, il vous permet de choisir les patients qui ont besoin de recevoir uniquement de l'immunothérapie. Est-ce qu'aller leur rajouter de la chimiothérapie, il y aura un bénéfice? La réponse, elle est non. Est-ce qu'il faut sélectionner en fonction des populations, en fonction de l'âge, en fonction du type histologique? La réponse, elle est non. Ma seule réserve, parce que je dois faire une réserve et être honnête avec vous, c'est les patients qui sont non-fumeurs. Ces patients-là, potentiellement avec un driver, EGFR, les ALK, les ROS1, il faut absolument les screener sur le plan moléculaire car l'immunothérapie, là, peut être dangereuse chez eux. Ils ne vont pas répondre à l'immunothérapie. En dehors de ça, PDL1 plus de 50%, je n'ai aucune raison d'aller faire d'autres traitements que de l'immunothérapie dans le cadre de cette population. Alors après, je peux me dire oui, j'aime la chimiothérapie, j'aime la toxicité de la chimiothérapie, j'aime revoir mon patient qui va venir avec les nausées, les vomissements, les problèmes d'aplasie, etc. Je vais lui faire une association. Une association, potentiellement, c'est faisable. Est-ce que ça apporte un bénéfice chez ces patients qui sont très sélectionnés, plus de 50%? La réponse en 2021, elle est non. C'est-à-dire quand vous regardez la Keynote 024 Limpower, vous voyez, à 1 an, la probabilité d'être en vie, 70%. Faites de la chimiothérapie avec le pembrolizumab et vous rajoutez du pemetrexed et vous rajoutez de l'Alimta, vous voyez qu'à 1 an, c'est la même probabilité d'être en vie chez ces patients qui sont PDL1, plus de 50%. La chimiothérapie n'augmente pas la probabilité de guérir vos patients. Par contre, elle va augmenter la probabilité d'être toxique. Après, vous pouvez aussi faire des doubles immunothérapies plus de la chimiothérapie. C'est la CheckMate 9LA qui est positive. Regardez de nouveau chez les patients PDL1, plus de 50%, double chimiothérapie, double immunothérapie à 1 an, 70% des patients qui sont en vie. Vous voyez qu'indirectement, vous ne faites pas mieux qu'une immunothérapie seule avec un anti-PDL1. Donc vous voyez, vous pouvez additionner les drogues chez ces patients, vous n'allez pas augmenter la guérison chez ces patients qui sont PDL1 fortement positifs. Alors voilà une slide qui est un peu compliquée, vous pourrez la regarder tranquillement, ça vous montre en fonction survie et la PFS. En bleu, c'est immunothérapie seule et en vert, c'est chimio plus immunothérapie. Et bien, vous voyez
quelles que soient les études, quelles que soient les drogues, vous ne voyez pas chez ces patients PDL1 50% quelque chose qui se dégage pour dire que oui, on fait mieux sur la survie, oui, on fait mieux sur la PFS. L'immunothérapie seule apporte le même bénéfice que de la chimiothérapie plus de l'immunothérapie. Pourquoi être toxique? Pourquoi tuer potentiellement ces patients-là ou leur donner des toxicités à la chimiothérapie? Vous voyez qu'il n'y a pas photo non plus, toxicité, et il n'y a pas de mystère. Vous additionnez la toxicité de l'immunothérapie, vous additionnez la toxicité de la chimiothérapie. C'est-à-dire quand vous faites une immunothérapie, grade 3-4, c'est à peu près 15% de toxicité grade 3 ou de grade 4. Quand vous faites une combinaison, c'est quasiment 60% de toxicité grade 3-4. 3-4 pour un patient, c'est un cauchemar. Si vous n'apportez pas un bénéfice derrière, j'ai du mal à vendre au patient d'aller lui faire une association de chimiothérapie et d'immunothérapie. Et puis après, je suis toujours assez gêné de se dire que d'un côté, vous stimulez le système immunitaire, et puis d'un côté, vous allez dépléter le système immunitaire avec la chimiothérapie. On connaît les neutropénies, les lymphopénies, et quand on regarde chez ces patients qui reçoivent de la chimiothérapie, vous abrasez le système immunitaire. Comment est-ce que vous voulez que derrière votre immunothérapie, elle puisse le stimuler alors que vous allez tuer le système immunitaire d'un patient? C'est-à-dire que vous vaccinez un patient globalement, et puis vous lui enlevez le système immunitaire, donc vous êtes sûr qu'il ne fera pas d'anticorps, qu'il ne va pas répondre. Donc il faut être très prudent par rapport à ça. On ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas avec quoi on joue quand on fait des associations. Donc vraiment, si on peut sélectionner une population particulière, pourquoi risquer d'aller lui associer une combinaison qui va être toxique, qui n'apportera pas de bénéfice? Donc vraiment, pour faire simple, au jour d'aujourd'hui, j'ai aucun scrupule. Chez un patient PDL1, plus de 50%, c'est immunothérapie seule, sachant que si le patient progresse, si le patient ne répond pas à l'immunothérapie, encore une fois, je suis confortable, je surveille mon patient, je lui fais un scanner toutes les 6 à 8 semaines, j'ai la chimiothérapie derrière. Quand vous avez tout balancé d'un coup, si le patient fait une toxicité, que vous arrêtez tout ça, qu'est-ce que vous allez lui faire en deuxième ligne thérapeutique? La réponse, c'est rien, vous allez le surveiller, vous allez le mettre en palliatif. Donc vraiment, gardez-vous la chimiothérapie si vous en avez besoin derrière, si le patient fait une toxicité à l'immunothérapie, si le patient progresse, vous serez ravi d'avoir une bithérapie avec un sel de platine en deuxième ligne chez ces patients qui sont PDL1, plus de 50%. Donc voilà vraiment ma dichotomie au jour d'aujourd'hui en 2020. Merci David. Donc pour défendre immunothérapie plus chimiothérapie, Benjamin Besse. Merci David. Je vais donner des contre-arguments assez évidents sur l'intérêt d'une combinaison avec une immunothérapie pour cette population PDL1 fort. Alors, on a vu des données présentées par David, je vais les représenter autrement. Le premier New England du pembrolizumab monothérapie pour les patients avec PDL1 tumoral haut, c'est 30 mois de survie globale versus 14, c'est convaincant. Attention, mise à jour, on passe de 30 à 26 mois, ce qui veut bien dire qu'il ne faut pas s'emballer et toujours avoir des données. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que cette étude, la Keynote 024, elle a été dupliquée, et c'est la Keynote 042. Alors, c'était les 1+ qui étaient inclus, mais il y a un sous-groupe qui a été prévu avec les 50+. Et regardez, la survie globale est à 20 mois. Alors, moi, je suis très perplexe. Comment on passe de 26 mois à 20 mois? Alors, on regarde le bras contrôle. Le bras contrôle, il fait à peu près la même chose. Donc, on se dit, quelle est la sélection des patients qui a expliqué oui, il y a une sélection de patients. C'est-à-dire que les patients dans la Keynote 024 ne sont pas forcément les patients que vous allez voir en première intention. Pourquoi? Parce que quand on incluait dans la Keynote 024, on faisait signer le consentement de prescreening, il faut récupérer le bloc, le couper, l'envoyer, avoir le PDL1 centralisé. Et une fois qu'on a un PDL1 centralisé supérieur à 50%, on peut revoir le patient, refaire le bilan parce qu'il a plus de 28 jours, le scanner, etc. et le traiter. Et on sait qu'il y a une perte en ligne qui est colossale. Donc les patients qui rentrent dans ces études sont des patients hyper sélectionnés. David l'a dit, probablement moins sélectionné dans Keynote 042, ce qui explique que 20 mois, c'est probablement plus proche de la survie. Et je vais vous faire une petite démonstration de pourquoi il y a une sélection cachée que vous n'allez pas pouvoir voir sur le tableau des caractéristiques des patients. Eh bien, regardez, ça c'est une étude extrêmement simple. On prend les patients traités dans des essais prospectifs avec atezolizumab. Les deux courbes sont des patients traités par atezolizumab. On a fait très simple. On a regardé la médiane réciste, c'est-à-dire j'ai une lésion pulmonaire qui fait 30 mm, une surrénale qui fait 20 mm, ça fait 50 mm. Est-ce que si je regarde par rapport aux autres patients inclus, je suis en dessous de la médiane? Eh bien la courbe rouge, c'est au-dessus de la médiane. Quand les tumeurs sont grosses, quand elles sont agressives, ce qu'on appelle le tumor burden,
pas le mutational tumor burden, hein, qui est du moléculaire. Le tumor burden, c'est-à-dire le volume tumoral, eh bien, quand on a une grosse tumeur, on répond moins bien. Est-ce qu'on a une indication de cette grosse tumeur sur les tableaux de caractéristiques de la Keynote 024 ? Absolument pas. Donc on ne sait pas. Probablement, c'est des petites tumeurs indolentes qui ont été, donc ça ne reflète pas notre réalité. Autre exemple, étude rétrospective. On prend des patients traités par immuno ou par chimiothérapie. Plus la tumeur est grosse, moins on a de bénéfices. Autre exemple de Gustave Roussy, on a pris le volume métabolique, donc extrêmement simple. On prend le PET scan et on a un logiciel qui sort le volume global métabolique, donc ça reflète bien la masse tumorale active. Et vous voyez, quand c'est une grosse masse tumorale, ça répond beaucoup moins bien. Et puis un dernier exemple, c'est l'étude BeFIRST. Alors, l'étude BeFIRST, c'était... On inclut 153 patients avec un cancer bronchique. On leur fait une biopsie liquide pour regarder le tumor mutational burden, donc le TMB. Et le but, c'était de regarder par rapport au TMB, est-ce que ça répond mieux ou pas. Donc, sur la droite, vous avez ces deux figures, 4%, 28%. Quand les patients ont un TMBO, ça répond mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près un tiers des patients n'étaient pas évaluables sur le TMB. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'ADN tumoral circulant pour évaluer le TMB. Pourquoi il n'y a pas assez d'ADN tumoral circulant ? Parce que la tumeur est trop petite, ou elle ne se divise pas assez, les cellules ne nécrosent pas assez, il n'y a pas de libération d'ADN. Donc c'est des tumeurs plus indolentes, moins dangereuses. Et regardez le taux de réponse dans cette population, bien meilleur que des patients avec un TMB élevé. Donc on a une population cachée avec des tumeurs indolentes qui répondent extrêmement bien. Et moi, quand je vois mon patient en première intention, je n'ai pas l'information si sa tumeur est indolente ou pas. Donc, donner une monothérapie, c'est faire un pari que peut-être la tumeur est indolente et va répondre. Et regardez, je compare la Keynote 024 aux autres, eh bien, les données sont plutôt autour de 20 mois que des 30 mois du premier New England de la Keynote 024. Alors, il y a un phénomène qu'on connaît bien, qu'on a caractérisé, qui est l'hyperprogression. On sait que dans à peu près 10 à 15% des cas, la tumeur va accélérer quand on va lui donner une immunothérapie en monothérapie. Et on l'a démontré chez des patients métastatiques et on sait que c'est de l'ordre de 14%. Quand on est sur une chimio-immunothérapie, on est de l'ordre de 6%, donc on gomme ça. Et on le voit. On le voit parce que si on compare sur la gauche des immunothérapies ou sur la droite des combinaisons de chimio et d'immunothérapie, eh bien regardez, les courbes se croisent quand on a une immunothérapie parce qu'on a, c'est des courbes de survie globale, on a un excès de mortalité. C'est-à-dire que quand vous donnez une monothérapie, dans les 3 premiers mois, vous allez tuer un petit peu plus de patients. Et comme il y a des longs répondeurs, les courbes vont s'inverser. Alors que quand on donne une chimiothérapie, on gomme cette hyperprogression. Donc c'est une sécurité. Donc à mon sens, l'association chimio-immunothérapie est une meilleure option. Nous ne savons pas comment sélectionner les patients qui sont les bons candidats à la monothérapie. Le mutational tumor burden, dont on a beaucoup parlé, n'aide absolument pas. PDL1 est le marqueur qu'on utilise, il est à plus de 50%. La chimio-immuno est plus efficace sur les maladies agressives, et je ne sais pas si la maladie agressive quand je vois le patient la prochaine fois, donc il y a moins d'hyperprogression. Je ne prends pas de risque, je donne une association de chimio-immunothérapie. Je vous remercie. Merci Benjamin. Donc on a un temps de discussion, donc j'ai 3 questions. Donc la première, j'aimerais bien qu'on rediscute peut-être des délais, comme discutait Benjamin, quand vous voyez un patient en consultation, un truc très pratique pour ceux qui nous écoutent. Quel est un peu le bilan de base et quels sont les types d'analyses et peut-être quel délai vous donnez pour commencer un traitement. Peut-être la deuxième question serait sur les hyperprogressions, parce qu'on voit que ça a peut-être donné votre avis et vos conseils. Et puis après, la dernière question, un peu pareil que dans la première question, c'est vous avez un patient devant vous, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, pas forcément pour les convaincre, mais pour qu'ils puissent avoir le choix entre immunoseul ou chimiothérapie immuno. Peut-être David d'abord. Sur le bilan au jour d'aujourd'hui, enfin, on a le bilan histologique. On doit avoir une pièce biopsie, etc. sur l'histo. On a le bilan sur le plan moléculaire et on a le bilan PDL1. C'est-à-dire que globalement, en 2021, avoir le statut PDL1 n'est pas un problème. En même temps qu'on va faire du TTF1, des cytokératines, on a le statut PDL1. Donc ce n'est pas ça qui va nous freiner ensuite pour dichotomiser les patients qui vont recevoir immunochimiothérapie. Ce qui va nous bloquer, c'est plus le profil moléculaire qui peut prendre du temps. Et c'est pour ça que j'avais fait cette petite aparté, c'est-à-dire que le non-fumeur, je dois absolument avoir son
statut mutationnel avant de discuter quel que soit le traitement chez un patient, même qui est 80-90% positif PDL1. Ça n'a pas de sens chez un patient qui est EGFR, ALK transloqué. Donc ça, c'est vraiment pour moi absolument obligatoire. Le portrait, le statut PDL1. Et après, on va discuter chez un patient qui est plus de 50%, à ce moment-là, les options sur le plan thérapeutique, immunochimiothérapie. Encore une fois, moi je reste très sur l'immunothérapie. L'hyperprogresseur, et Benjamin l'a bien démontré, c'est un phénomène qui existe, oui. Ceci étant, on diminue la probabilité, et dans le cadre des études qui ont été faites pour l'instant, on a moins de données chez les patients qui sont PDL1 fortement positifs. La probabilité d'avoir une hyperprogression chez ces patients qu'on sélectionne déjà sur le statut PDL1 est probablement beaucoup plus faible que chez un patient qui aura un PDL1 négatif ou un PDL1 entre 1 et 49%, pour lequel je ne prendrai pas de risque, je ferai de la chimiothérapie avec l'immunothérapie. Donc pour moi, le PDL1, et à partir du moment où je suis sûr de mon PDL1, je regarde, c'est-à-dire que ce n'est pas un PDL1 positif ou pas, je regarde le nombre de cellules qui ont été analysées. Si vous avez 2 cellules, il y en a une positive, une négative, effectivement vous êtes à 50%, ça ne veut rien dire. Et à ce moment-là, je serai très prudent sur le résultat du PDL1. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme pour le remaniement ALK, le remaniement ROS. C'est-à-dire qu'il vous faut au moins 20, 50 cellules, que votre anapathe ait été capable de vous dire que la richesse sur le plan tumoral était importante et que vous pouvez croire au résultat de votre PDL1. Si vous avez un prélèvement qui est à moitié nécrotique, de très petite taille, de mauvaise qualité, qu'on vous donne un PDL1 à 60, à ce moment-là, oui, je suis prudent, c'est peut-être là où je ferai peut-être de la chimiothérapie. Un bon prélèvement, un bon PDL1, 80%, etc., j'ai aucun doute d'aller lui faire de l'immunothérapie. Et en disant que ces patients-là, c'est comme avec la chimiothérapie, il faut les surveiller. C'est-à-dire que ce n'est pas une thérapie ciblée, ce n'est pas 80% de taux de réponse, c'est 40-50% de taux de réponse. Donc ça veut dire qu'il faut les évaluer toutes les 3 semaines, il faut voir cliniquement. Si j'ai le moins de doute en pensant qu'ils s'aggravent, je refais une imagerie. Les patients qui répondent à l'immunothérapie, c'est... Après, il y a un moment donné, c'est comme la thérapie ciblée. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, déjà, ça va mieux, quoi. Et là, vous êtes confiant et vous refaites un scanner à 6-9 semaines pour vous assurer. Et vous avez la chimiothérapie derrière. Et ces patients-là, s'ils progressent, ils vont répondre à la chimiothérapie. Je suis bloqué, si je fais les deux ensemble, encore une fois, qu'est-ce que je leur fais derrière? Je leur fais du docétaxel qui ne marche absolument pas, qui est catastrophique. Je suis très embêté par rapport à ça. Donc voilà, mais ça, j'en discute avec le patient. Et au jour d'aujourd'hui, c'est rare que les patients me réclament la chimiothérapie. Ils vont me réclamer l'immunothérapie, aller me réclamer de se taper la chimiothérapie, les leucos, les neutropénies, les nausées, les vomissements, l'hospitalisation, etc. C'est rare qu'ils aillent me la réclamer quand on leur explique le statut de PDL1 et pourquoi je leur fais de l'immunothérapie seule. Merci David. Benjamin? Alors, je suis complètement d'accord avec David. PDL1 ne doit plus poser de problème aujourd'hui, ce qu'on appelle un test réflexe, c'est-à-dire qu'on a PDL1 en même temps qu'on a les autres immunohistochimie, et sinon c'est un coup de fil à l'anapathe et c'est 48 heures. Donc on peut avoir PDL1 pour décider. Il faut avoir assez de cellules tumorales et parfois les prélèvements sont très exigus et effectivement PDL1 n'est pas interprétable et à ce moment-là c'est chimio-immuno parce qu'on sait qu'on gagne quel que soit PDL1. Et puis n'oublions pas que PDL1 c'est une immunohistochimie, ça ne s'évalue pas sur biopsie liquide, donc si on ne l'a pas sur la tumeur, ce sera chimio-immuno. Mais bon, quand PDL1 est bien caractérisé à plus de 50%, on explique aux patients le risque de faire une immunosol. L'hyperprogression, on ne la rattrape pas toujours avec une chimiothérapie. La survie médiane de l'hyperprogression en deuxième ligne, elle est extrêmement courte, elle est de l'ordre de 3 mois. La chimiothérapie n'a pas le temps de rattraper. Aujourd'hui, si je savais exactement caractériser la population faisant une hyperprogression, je lui donnerais une chimio-immuno et les autres non, je ne suis pas capable. Et le TMB aide absolument pas. Donc, je pense qu'un patient atteint d'un cancer bronchique, c'est une maladie grave. On va prendre le maximum de précautions. L'association chimio-immuno est plus toxique, c'est vrai, mais on est chez des patients en bon état général, PS0 ou 1, parce que c'est cela dont on parle. Un patient qui est borderline PS2, c'est une très mauvaise idée de se dire « Oh, il est un peu fatigué, je vais lui faire une immunothérapie seule » parce que justement, les PS2 ont particulièrement une mauvaise efficacité de l'immunothérapie. Donc surtout ne pas se dire « C'est un PS2, je ne vais pas l'embêter, je vais faire une immuno ». Là, on est délétère. On est chez des patients en parfait état général qui sont fit pour une chimiothérapie. Ils seront fit pour une chimio-immuno, oui. Un tiers des patients après 4 cycles n'aura que du pembrolizumab ou que du pemetrexed quand on aura commencé par 4 cycles de pemetrexed, platine, pembrolizumab. Donc on le sait, oui, c'est toxique, mais malgré ça, on a une efficacité qui est importante.
Très bien. Peut-être une question pour rebondir. Quid, on a parlé des ALK, EGFR, quid des autres, BERA, FRET? Alors, probablement qu'on n'a peut-être pas en première ligne, mais alors on va être, si la question se pose. Si on est très simple, je suis d'accord avec David, c'est le tabagisme qui est vraiment ce qui nous guide. Moi, j'aime bien avoir 15 paquets à année comme seuil en me disant en dessous de 15 paquets à année, je suis très prudent parce qu'on peut avoir une anomalie moléculaire. On sait que globalement, les anomalies moléculaires répondent pas très bien. On a certaines anomalies moléculaires probablement un peu différentes comme BRAF, MET qui peuvent être trouvées chez des fumeurs. Et là, peut-être qu'on a une efficacité un peu différente de l'immunothérapie, mais c'est vrai, prudence. Alors, probablement, quand on n'a pas assez de matériel tumoral, qu'on n'a pas l'information, qu'on est par exemple à 15 paquets à année, là, une chimio-immunothérapie, parce qu'on aura l'effet de la chimiothérapie, ne sera pas délétère. Alors, donner une immunothérapie seule, oui, le sera. Merci. Donc, si je résume un petit peu, toujours l'intérêt de ce bilan global, PDL1 plus ces alterations moléculaires pour guider le choix. Deux grands choix, la problématique de l'hyperprogression, mais on a vu qu'on suivait les malades et que même les patients qui sont d'immunothérapie seule doivent être suivis d'une façon très attentive, en particulier durant les premières semaines. Et donc là, on passe aux 60 secondes. 60 secondes pour résumer, convaincre, marquer les esprits sur cette thématique. L'immunothérapie, elle a transformé, c'est le prix Nobel globalement, donc ça veut dire que ce n'est pas le prix Nobel de la chimiothérapie, ce n'est pas le prix Nobel de la toxicité, c'est le prix Nobel de l'immunothérapie seule, des anti-PD1, des anti-PDL1, c'est le prix Nobel de la guérison. C'est-à-dire qu'en 2021, je vois des patients que j'ai traités il y a 4-5 ans dans le cadre des essais thérapeutiques sous immunothérapie en monothérapie. Les patients que je suis à 3 ans, à 5 ans, c'est les patients qui ont été guéris par l'immunothérapie, c'est les patients guéris par la chimiothérapie ou la chimiothérapie chez ces stades métastatiques. Ce que je veux, c'est guérir les patients, c'est limiter les toxicités et c'est la qualité de vie. Et c'est vrai que l'immunothérapie, elle a quelque chose de magique. Elle a quelque chose de magique parce qu'elle est simple, parce que dans la plupart du temps, elle est très bien supportée, parce qu'on a un biomarqueur qui est PDL1 qu'on peut faire partout et qu'on doit faire. Au jour d'aujourd'hui, on se garde la chimiothérapie chez ces patients PDL1 fortement positifs. Je fais de l'immunothérapie, je les surveille et quand ils vont répondre, je peux vous dire que les patients vont vous remercier de ne pas avoir eu de chimiothérapie et vont vous remercier surtout 4 ans, 5 ans après de pouvoir être guéris de leur maladie en 2021. Merci David. Benjamin? L'immunothérapie, c'est un traitement extrêmement séduisant et les gens aiment parce qu'ils ont le sentiment qu'on passe par leur corps puisqu'on stimule leur système immunitaire pour qu'il aille combattre le cancer. Donc ça donne le sentiment d'un produit assez naturel qui est simplement un booster du système immunitaire. Non, ce n'est pas un produit naturel, c'est booster le système immunitaire qui va être déchaîné parfois contre la tumeur, parfois contre les tissus normaux et puis parfois contre un autre système immunitaire qui est un système immunitaire qui contrôle le développement de la tumeur. Donc donner une chimiothérapie qui est un traitement que l'on connaît depuis des années, que l'on sait gérer avec une immunothérapie, c'est la garantie qu'on va guérir autant de patients si on en guérit en métastatique, mais qu'on n'aura pas ces patients qui ont un effet délétère de la chimiothérapie dans les 3 premiers mois. On joue la carte de la sécurité parce que ce qu'on veut, c'est amener le plus de patients vers la guérison. Merci Benjamin. Merci à tous de nous avoir regardés pour ce premier débat sur 2 questions d'actualité dans le cancer du poumon. Donc on a eu 2 fois 2 présentations sur des questions qui, je pense, vous intéressent. Je pense que vous avez eu l'ensemble des informations qui vont vous permettre maintenant de réfléchir, de revoir les études, puisque vous avez vu, il y a beaucoup d'études. Il y a des détails peut-être qui vous étaient passés inaperçus. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'on a pu voir aujourd'hui un rappel des traitements standards. N'oubliez pas les traitements standards et la prise en charge standard. Les nouveautés ne vont pas rattraper en fait des erreurs de prise en charge standard. Et surtout, vous avez eu les différents arguments qui vous permettent aujourd'hui, maintenant, de discuter avec vos patients comment mieux les traiter et comment, avec eux, faire le traitement des patients qui sont EGFR mutés ou des patients qui sont en première ligne métastatique. Vous pourrez retrouver toutes ces informations lors du cours de chimiothérapie. Il y a plus de 100 cours qui ont été enregistrés. Vous avez la liberté de vous promener dans ces cours, des traitements de base, de la biologie du cancer, des différents types de traitements. Donc on a vu les thérapies ciblées avec les nouveaux EGFR, les immunothérapies, les nouvelles immunothérapies, et bien sûr toute l'expertise des médecins du Gustave-Roussy sur la pathologie. Les pathologies donc fréquentes comme le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer du poumon, les cancers digestifs, mais aussi les tumeurs rares, les cancers de la thyroïde, les cancers type sarcome ou mélanome. Et puis vous verrez que les cancers fréquents sont en train de devenir aussi des tumeurs rares avec les démembrements moléculaires ou avec des sous-types potentiellement immunologiques. Donc bonne étude, bon visionnage et je serai avec plaisir que je vous retrouverai lors du prochain débat.